Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend cette semaine dans les marchés financiers, Nasdaq, SP 500, dollar US, euro. On va parler un peu de la volatilité. On va également regarder quelques titres à surveiller pour les prochaines semaines, plus particulièrement cette semaine. Donc, grosse prep à prévoir. Écoutez, on va commencer ça comme à l'habitude avec un retour sur justement cette préparation-là de la semaine passée. On était dans un moment quand même assez charnière, là. Rappelez-vous, on a eu notre pullback, on a eu notre élément de référence qui a confirmé le down move. Et une fois que on a commencé à closer over, je vous parlais que vendredi dernier, on avait été en mesure de fermer over le void ici, 51,50. C'était en soi un statement qui était quand même là, pas confirmé tant qu'on, si jamais on avait eu de la faiblesse cette semaine, ça n'aurait pas été la fin du monde qu'on sorte un petit peu de cette zone-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été une semaine honnêtement un peu plate. Faut que vous compreniez également que l'été arrive. Là, c'est sûr que le volume commence à diminuer un peu. Vous l'avez vu cette semaine. Vous voyez là, un volume qui est vraiment, vraiment faible versus là, le reste. On a vu un price action extrêmement slow, particulièrement. Là, je dirais que la semaine a été en deux temps. Lundi, mardi, vraiment moyen. Mercredi, jeudi, vendredi, ça a quand même été. Il y a quand même eu des mouvements intéressants. Puis, c'est pas une surprise. On en avait parlé la semaine passée. Il n'y avait pratiquement rien du côté du calendrier économique après avoir eu une semaine complètement folle la semaine précédente. Donc, ça a été là, un début de semaine slow, puis par la suite, quand même eu des beaux mouvements qu'on a réussi à capturer, particulièrement vendredi là, sur le Consumer Confidence. Donc, qu'est-ce qu'on surveillait? C'était, bon, si on avait à aller down first, je vous disais que le upside m'intéressait. Si on allait aller up first et que on était capable de donner une réaction sur certains niveaux, ben, le downside aurait pu être intéressant. Finalement, qu'est-ce qu'on a eu? Ça a été un gap and go pour le reste de la semaine. On a gap et up lundi matin directement et on n'a jamais regardé en arrière. Je vous dirais pourquoi je vous dis que la semaine a été en deux temps, justement, parce que oui, on parlait de ce gap fill-là potentiel, mais j'aime jamais louer la continuation lorsque la semaine elle ouvre dans une direction. J'ai besoin de voir un pullback ou soit un reversal ou dans le meilleur des mondes, la semaine commence sur un dip, on prend une liquidité et là, on est prêt à rider pour le reste de la semaine. On n'a pas eu ça en début de semaine. Qu'est-ce qui explique que ça a été un petit peu plus tough lundi, mardi? Mais regardez la chandelle de mercredi qui est venue frapper le void qui avait été créé lundi matin. Donc, à partir de ce lot-là, qui a été formé mercredi, la confiance était très intéressante pour le gap fill play sur le SP 500. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que je vous dis que la semaine a été en deux temps. Là. Pas vraiment eu d'intérêt lundi, mardi, mercredi, dip qu'on a snappé, jeudi, vendredi également, sur un très très beau upside. Donc quand même, je vous avais dit la semaine passée là, que le bias était quand même techniquement, là, on n'avait pas officiellement flippé, mais on était on the fence. C'est exactement les mots que j'ai utilisés. Et clairement, là, on a été en mesure de se flipper quand même assez rapidement lorsqu'on a vu la force. Sur ce début de semaine-là, du côté du Nasdaq, tiré un petit peu plus de la patte cette semaine, mais de son côté, là, lundi, on a été en mesure de closer over la zone de référence. Qu'est-ce qui faisait en sorte que je vous avais mentionné, OK, si on flippe ça, je veux voir un retest avant d'être confiant long. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le retest parfait mercredi pour voir le higher high par la suite follow through jeudi et vendredi. Donc, tu sais, en tant que tel, la planification qu'on avait était quand même assez solide. Oui, ça a été un début de semaine poche, un début de semaine plate. Mais au final, le plan qu'on avait, c'est on favorise le downside tant que ça, c'est pas flippé et qu'on ne l'a pas retesté. Qu'est-ce qu'on a fait? Gap, go, retest, move up. Donc, quand je vous dis d'être patient et que less is more, si vous voulez vraiment respecter les planifications que vous faites, ben, je veux dire, il n'y a aucune raison cette semaine d'avoir tradé, exemple, du upside tant qu'on n'avait pas dippé là-dessus. Ouais, mais Matt, ça veut dire que lundi, mardi, j'ai pas tradé. Puis, qu'est-ce que ça fait? Le but du jeu, c'est d'être capable de framer un plan et lorsque ça se passe comme tu l'avais anticipé, de l'exécuter. Et en restant dans ce genre de structure rigide-là, oui, évidemment, vous allez manquer certaines journées, mais le but, c'est vraiment de capturer qu'est-ce que vous savez qui va arriver. Et dans ce cas-là, le plan a fonctionné. Donc, quand même, un price action weird un petit peu, mais comme je l'ai dit, le mercredi, jeudi, vendredi, c'était quand même intéressant. Rapidement, du côté du dollar US, on avait amorcé la semaine avec un bias qui était quand même bullish. Je mentionnais que ce swing low-là devait demeurer en place. Lundi, mardi, mercredi, une force intéressante. Regardez la précision sur
le flip du void en weekly ici pour ensuite redonner un move down ou un pullback vers le bas de ce void-là. Donc, on a vraiment eu le top du void et le low du void qui ont été mis à l'épreuve là, cette semaine. Donc, quand même intéressant. Clairement, ce rally-là n'a pas été en mesure de follow through, donc on va en discuter tantôt, là, mais c'est quand même une belle rejection pour le moment, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on va avoir à discuter cette semaine. Le VIX a fait des lower lows, on a finalement fil le gap. Comment vous voulez shorter dans un VIX qui est compressé comme ça? Écoutez, ça en est à la limite quand même drôle, là, mais le VIX continue à être crush. Du côté des yields, on en reparlera un petit peu tantôt, mais on a quand même été sideway sur les yields. Donc, qu'est-ce qui explique un price action un petit peu moins volatile également? Lorsque ton dollar US, que tes yields sont en consolidation, c'est rare que tu aies des grosses directions sur les indices, malgré qu'on en a quand même eu overall. Là, c'est quoi? On doit closer la semaine peut-être. Quand même, quasiment 2%. Là. Fait que, ça demeure pas impossible, mais ça va suggérer souvent un price action qui n'est pas très clean. Et c'est un peu ce qu'on a eu cette semaine. Donc, ça fait le tour pour la semaine passée. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous attend du côté du calendrier économique. La semaine passée, c'était vraiment plate. Là. Je veux dire, il y avait sweet fuck all tous les jours, à part vendredi. Je trouve que c'est un beau mix cette semaine. Les earnings sont pas mal derrière nous. On va les regarder tantôt. Mais c'est des nouvelles quand même intéressantes qui pourraient nous permettre de framer des runs, surtout où se situe actuellement. On commence ça lundi avec pas grand-chose, mais on a quand même un Fed Speaker à 9h. Ça continue, là, le blackout est derrière nous, donc il recommence à prendre la parole pratiquement chaque jour. Soyez-en conscients pour vous faire snapper dans une volatilité que vous n'attendez pas. Donc, soyez conscients des Fed Speakers cette semaine, encore une fois. New York Fed, One Year Consumer Inflation Expectation à 11h. C'est pas vraiment une nouvelle qui est très pertinente. Surtout pas une heure que j'aime beaucoup, mais soyez-en conscients. Généralement, j'aime pas vraiment les lundis, mais ici pourrait avoir quand même une run autour de ces zones-là. Mardi, qu'est-ce qu'on a? PPI. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le PPI avant le CPI. Là, je vais jumper tout de suite à mercredi. Le fameux CPI qui fait partie des 3 événements les plus importants dans le marché. CPI, FOMC, Non-Farm Payroll. Vous connaissez mon opinion là-dessus, je vais vous la redonner rapidement pour ceux que c'est la première fois qu'ils m'écoutent, mais personnellement, autant que les CPI n'avaient plus vraiment d'importance l'année passée, que maintenant on est de retour avec un CPI qui est pivot dans le marché. Tout est framé autour de ça. La Fed aura commencé à discuter des CPI parce que l'inflation, on l'a vu, un rebond des 3 derniers mois, là, on n'atteint même pas les estimations, on est en train de revoir une hausse de l'inflation. Et personnellement, je m'attends à ce que ça se poursuive. Est-ce que je suis dans le champ? Ça se peut, mais ça demeure quand même quelque chose que je pense qu'il est le plus gros problème, qui demeure sticky actuellement et qui met la Fed dans une situation pas possible. Dans le sens on commence à avoir un ralentissement du côté de l'emploi, mais on voit quand même encore l'inflation qui est en place, donc ça place la Fed dans une position extrêmement complexe. Mais tout ça pour vous dire que le CPI de mercredi est notre événement le plus critique de la semaine. On a également les core retail sales qui vont sortir à 8h30. New York Manufacturing Index également. Sinon, là, autour de 10h, on n'a pas grand-chose. Mais cette semaine est framée autour du CPI. Donc, j'aime lundi. Mardi, je serais quand même prudent étant donné que c'est la veille d'un événement critique comme le CPI. Comme je le disais, le PPI généralement sort ça dépend, là, mais depuis une couple de mois, le PPI sortait après le CPI. Donc, l'impact du PPI lorsqu'il sort après le CPI est un peu moins important parce qu'on a déjà eu le bump sur le CPI et les deux se parlent pas mal. Le fait qu'on ait le PPI mardi matin avant le CPI va suggérer fortement le shift. Si jamais on miss sur le PPI, on devrait miss sur le CPI également. C'est pas une science exacte, mais c'est pas mal la norme généralement. Donc je m'attends de voir une volatilité quand même intéressante sur le PPI mardi matin. J'aime pas trader avant les événements comme le CPI. La journée avant, par contre, quand tu as un PPI comme ça, en pre-market, ça pourrait être intéressant de regarder pour trader tôt en début de session ou peut-être même en pre-market. Par contre, j'attire votre attention sur Fed Chair Powell, ici, G. Powell qui prend la parole dans une conférence à Amsterdam à 10h mardi, donc volatilité à prévoir selon qu'est-ce qui va sortir de ça. Mercredi, on en a parlé. Jeudi, on a quand même une coupe de trucs. Là, jobless claim habituel. Sinon, Fed Employment, quand même intéressant aussi. On a Barr qui parle autour de 10h, donc encore une fois dans une conférence, je crois.
Soyez-en conscients, beaucoup de Fed speakers, comme je mentionnais. Vendredi, CPI européen, pas énormément d'impact côté US, mais quand même en être conscient. Et sinon, le vendredi, on a une journée un petit peu plus relaxe. Donc, selon la run qui est amorcée sur le CPI mercredi, personnellement, vendredi n'est peut-être pas une journée qui m'intéresse tant que ça, du moins à première vue. Donc, semaine très chargée, vraiment, là, ça pourrait et ça devrait être intéressant, mais en même temps, écoutez, je vous dis ça depuis 3 semaines, puis finalement, il n'y a pas de petite étincelle comme évidente que tel run arrive. Donc, on continue à scalper, on continue à prendre ce qui est offert sans nécessairement vouloir jouer là, trop loin. Du côté des earnings, je mentionnais que c'était pas mal fini, puis c'est la réalité, mais il y a quand même une coupe de compagnies encore intéressantes, particulièrement là, du côté des retail sales, là, on en a parlé mercredi matin, les retail sales sortent. Et c'est aussi les earnings des compagnies de retail, là, donc Home Depot, Walmart, des compagnies quand même importantes dans le marché. Donc souvent quand même des piliers de voir, OK, est-ce que l'économie est en santé, le grow, etc., les guidance, des choses qui peuvent être des belles références. On a aussi Baba, mardi avant l'Open, qui vont avoir mon attention là, du côté des earnings. Sinon, des compagnies, sans dire qu'ils ne sont pas importantes, mais qui ont un impact moindre dans les indices directement. Ceci étant dit, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à notre planification technique pour la semaine. On va commencer ça avec la weekly chart. Et vous voyez quand même un graphique relativement clean. Je n'ai pas touché au niveau plus bas. Je veux dire, le charting est fait, là, même que je l'effacerai, ça ne nuit pas à rien. Par contre, évidemment qu'on ne parle plus vraiment de ces niveaux-là, du moins pour le moment. Sur la weekly chart, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, tu sais, je ne l'ai pas mis là, puis on n'est pas complètement hors de question qu'on revoie de la faiblesse à partir de là. C'est pas nécessairement ce que je favorise, mais si vous regardez là, le bloc ici, on avait initialement tracé l'entrée qui n'a pas fonctionné, ou du moins qui n'a pas démontré de réaction. Mais si vous regardez 50% là, de ce bloc-là, c'est exactement là qu'on a closé cette semaine. Donc, je ne vais pas tracer cette ligne-là parce que ce n'est pas mon plan de shorter là-dedans. J'ai besoin de voir d'autres choses qu'on va discuter ensemble. Mais, tu sais, gardez quand même la porte ouverte. Dans le sens que si jamais on se met à avoir une consolidation et qu'on ne va pas tout de suite au all-time high, mais je pense qu'on pourrait quand même voir peut-être un range de plusieurs centaines de points s'établir pendant peut-être une certaine période de temps avant d'avoir le next leg up ou down. Donc, quand même un scénario à ne pas négliger. Donc, oui, cette zone-là m'intéresse encore pour ceux qui se le demandent, mais ce n'est pas un short que je prendrais en ce moment. J'ai besoin de confirmation parce que le bias est redevenu quand même bullish. J'ai quand même tracé cette zone-là. Rappelez-vous, lorsqu'on avait flippé là, la semaine du 8 avril, lorsqu'on avait, en fait, la semaine du 1er avril, lorsqu'on avait closé dessus, rallye, expansion en dessous de cette zone-là, on parlait d'un bris d'une ligne de défense bullish, flippé en bearish, et on a eu notre réaction là, de 4-5% sur le downside. Maintenant, on est de retour directement dessus, et c'est là-dedans qu'on a tapé encore une fois la semaine passée. Donc, si on flippe ça en daily, ça demeure quand même une zone de référence, disons-le comme ça. J'ai hâte de voir la semaine, comment qu'on peut fermer. C'est quand même assez simple, qu'est-ce qu'on a en place actuellement. Vous voyez, on a la référence qui était ici, qu'on a rejeté à 1, 2, 3, 4, 5 reprises et on a flippé. Donc ça, c'est vraiment le statement qu'on voulait pour redevenir avec un bias qui est bullish. Gap and go over cette zone-là. Création du void là-dedans, puis on va le mettre à court terme, là, je vais l'enlever là. Création du void, tap in, boom, higher high. À partir du moment où ce genre de réaction-là est donné dans un élément, dans le void qui est créé comme ça et qu'on fait un higher high, il n'y a plus aucune raison de voir ce lower low-là être take-out. Donc ce swing low-là à 51,88 devient ma référence béton. Si, disons, cette semaine, on perd le void qu'on a créé jeudi, qu'on close en dessous, qu'on donne un rally et qu'on prend de l'expansion en dessous de ça ici, à ce moment-là, je serais prêt à dire que j'aime le short, probablement pour aller attaquer quelque chose d'un petit peu plus important. C'est le seul et unique scénario qui me ferait positionner short à court terme, dans le sens d'une coupe de jours et non pas une coupe de mois. Là. Mais il n'y a vraiment aucune raison de voir ce swing low-là être take-out, à moins qu'on veuille aller plus bas. Et pourquoi que c'est quand même quelque chose qui est pas senti, je vous dis d'être prudent là, sur l'upside, c'est la même chose que ça va être ça toute l'année. Mais qu'est-ce que j'aime un peu, moi, c'est la structure. La façon qu'on a remonté en ce moment, c'est one punch down.
one touch, et après ça, higher low, expansion. J'aime pas, c'est quand même justifiable. Je vous dis pas que c'est pas justifié, là. C'est pas complètement wrong comme structure, mais c'est pas non plus c'est pas quelque chose que je suis comme, hey, j'achète chaque dip pour rider le all-time high. Je vais day-trader le all-time high avec beaucoup de plaisir si jamais on veut nous donner un follow-through, mais je suis quand même très prudent dans ce genre de structure-là, avec le genre d'événement qu'on a, avec le volume qu'on a, au moment de l'année qu'on est, avec un CPI, donc je pourrais vous en beurrer là, toute l'après-midi si vous voulez, mais tout ça pour vous dire que, bon, je suis prudent, that's it. Le swing actuellement n'est pas mon plus gros gang-pain, là, étant donné que je ne fais pas nécessairement confiance à beaucoup de mouvements dans les marchés en général. Donc, vous connaissez le scénario short qui m'intéresserait. Maintenant, dans un scénario bullish, que je favorise, by the way, serait vraiment d'aller chercher au minimum ce swing high-là. Évidemment, je ne l'ai pas tracé, là, mais le all-time high est vraiment, vraiment, vraiment pas en dehors des discussions cette semaine. On est à quoi? À moins de 2% environ? On est à peu près à ça. On est à 2% du all-time high. Qu'est-ce que je voudrais voir? C'est peut-être une certaine faiblesse en début de semaine dans ce void-là. Un punch et une expansion. Le high de la semaine passée devient target 1 et ce swing high-là devient target 2. Target ultime cette semaine serait un blow vers les all-time highs. Si vous regardez ça en 4 heures, c'est quand même intéressant. Oui, on a eu un pullback vendredi, mais c'est normal après ce genre de semaine-là. Je vous dirais que je suis quand même très, très, très confiant vers minimum ce swing high-là. À partir du moment où ça c'est take out, si jamais on a vraiment à juste trapper avant de vouloir redonner un leg, je pense personnellement qu'on va au moins aller chercher un swing. Si vous voulez mon opinion, je pense personnellement, comme je vous dis depuis le début, qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de jus là-dedans. Si on se met à blower là-dedans, je pense que ça va se mettre plutôt à accélérer au lieu de fake out. Ça, c'est mon opinion. Si jamais on break et qu'on ne follow pas true, OK, ben le short devient intéressant vers le swing low et vers la zone de référence. Donc, sérieusement, j'aime le potentiel, j'aime où ce qu'on se situe, mais la façon qu'on le fait, l'ordre des choses est un petit peu plus complexe actuellement et demande un peu plus de temps. Encore une fois, je ne vais pas vous donner des scénarios juste pour vous donner des scénarios. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que je vais personnellement observer et personnellement exécuter. Donc, tu sais, je ne suis pas là juste pour vous vendre du beau contenu à dire hey, si ça marche, je vais avoir l'air d'un brillant. Là. C'est pas ça le point. Oui, c'est peut-être pas la weekly prep où ce que je suis que c'est le plus clair, le plus évident, mais c'est exactement ce que je vais surveiller cette semaine. Donc, ce swing low-là est pivot. Personnellement, j'aimerais trader vers le swing high qui est là et probablement 53-34, 53-35 autour du all-time high. Si jamais ce void-là nous donne un support pour nous propulser plus haut. Je le répète, le CPI est un facteur à ne vraiment pas négliger cette semaine parce qu'il peut effacer vraiment ce rallye-là, ou du moins confirmer la structure qui est weak avant d'aller plus bas très rapidement, de la même façon qu'il peut aller chercher l'all-time high très très rapidement. Donc, du côté du Nasdaq, quand même également très clean. Je veux dire, on a le void en weekly qu'on n'a pas sur IS. C'est la raison pour laquelle je ne vous l'ai pas montré tantôt. On n'en a pas, ou on en a un, mais très, très, très petit. Donc, j'y accorde un peu moins d'importance. Sauf que celui-là sur Nasdaq était quand même important. On a notre premier close over ce void-là en weekly. Donc, la semaine passée. Donc, ça confirme quoi? Ça confirme le désir d'aller plus haut. Du moins, ça suggère le désir d'aller plus haut. Même chose, on a le void qui a été créé sur des gap and go cette semaine. On a fait un higher high après avoir punché le void. Il n'y a plus aucune raison que ce swing low-là soit take out. Puis quand je vous dis ça, c'est pas impossible non plus qu'on break et qu'on y aille. Sauf que si on prend de l'expansion après en dessous de ce swing low-là, ça confirme le désir de vouloir aller plus bas, attaquer probablement le gap et la structure que je trouve pas 100% out of nowhere, mais qui n'est pas la plus clean non plus. Donc, c'est le même scénario, sauf que j'ai un petit penchant, j'aime encore plus ce swing high-là. Donc, si j'ai un trade à vous donner cette semaine, mon focus serait sur le double top qui a été printé vendredi avec le high du 15 avril. Donc, ça, c'est vraiment un setup qui est A++, à mon humble avis. On a vraiment un où ce que je m'en vais qui est clair, net et précis. À partir de là, il reste à justifier d'où ce que j'arrive. Comment qu'on fait pour le justifier sur Nasdaq? Ben, il va falloir se fier un peu plus à IS. Vous voyez, on n'a pas créé de void vendredi de son côté. Donc, peut-être une certaine consolidation en début de semaine avant de vouloir
tradé vers 18,350, vraiment intéressant. Encore une fois, beaucoup de jus là-dedans. All-time high également qu'on peut tracer là. Si jamais on a à avoir de la force, j'aimerais voir un parabolic move vers les all-time high qui ramasse tout ça. Je trouve que c'est slow, personnellement, je l'ai dit, là, mais c'est plus pour la semaine passée, mais il y a 2 semaines sur les earnings et le FOMC. Je m'attendais à beaucoup plus de violence que ça. On a fait pratiquement du surplace durant cette semaine-là. Et là, on digère la nouvelle en attendant probablement du CPI qui est cette semaine. Donc, Nasdaq quand même très intéressant encore une fois cette semaine. Cette semaine, du côté du dollar US, si vous le regardez en weekly, oui, on peut encore parler simplement d'un pullback à comme moyen terme, je vous dirais. Sauf que si on regarde en daily, je commence à... il est quand même tough à lire, on ne se le cachera pas, depuis le début de l'année. Il est offset. Il est offset autant bigger pictures que dollar up, indice up, que quand le dollar est down, les breakdowns sont weirdo. C'est vraiment pas un beau dollar actuellement. Qu'est-ce qui rend les marchés plus difficiles? Ça rend tout ça plus complexe. Mais bon, personnellement, c'est sûr que je ne suis pas capable de négliger le double top qui est là. Il faut quand même le considérer. Mais pour l'instant, tant que ce swing high-là est en place, je favorise une faiblesse du côté du dollar US. Donc, si vous regardez en weekly, là, on a closé juste en dessous, voilà 2 semaines. Cette semaine, punch du top. On a revenu closer en dessous de la moitié. Donc, pour l'instant, la rejection semble vouloir tenir. On va surveiller quand même, si vous le regardez en 4 heures, en 1 heure, le swing low qui est ici. Il n'y a pas vraiment de raison, à mon avis, de venir chercher ça ici. Si on va chercher ça, c'est probablement pour aller plus bas. Et là, ben, ça pourrait donner un petit boost sur les indices. Donc, le dollar US n'est pas non plus le plus clean en ville. Il y a des raisons de vouloir retourner sur les highs, mais pour l'instant, le breakdown est quand même justifié. Si on regarde du côté de l'euro, ben c'est la même chose, exactement la même chose. Vous voyez le void en daily cette semaine, on a encore une fois rejeté initialement. On est venu balancer cette zone-là, boum, réaction jeudi pour ensuite consolider vendredi. Donc, tu sais, lui non plus, la structure, les lows, comme les highs sur le dollar US, ne sont pas à mon goût, dans le sens que je voudrais qu'on les punch. Est-ce que ça va être cette semaine? Je vous dirais que le CPI pourrait jouer ce rôle-là, autant sur le upside que sur le downside. Aucune raison, si vous êtes bearish euro, de voir le swing high qui était fait le 3 mai être take-out sur l'euro. Si on take-out ça sur euro, à mon avis, on flippe le void en daily et on confirme un up move plus important. À l'inverse, si on rejette encore une fois le void en daily, je pense qu'on va aller attaquer cette trendline-là. Et là, vous voulez surveiller la réaction là-dessus. Est-ce qu'on prend la liquidité et on réagit en flèche? Ou est-ce qu'on break down pour vrai et qu'on confirme un follow-through vers des targets qu'on avait déjà discuté il y a de ça quelques semaines? Ben, ça va être à surveiller. Tu sais, je sais que ça peut sonner plate, puis oui, c'est à toutes les semaines que je fais un weekly prep, ça le dit weekly prep. C'est sûr que, fondamentalement parlant, puis bigger pictures, je répète souvent la même chose parce qu'on le fait aux semaines. Mais si vous regardez une monthly chart, là, vous allez comprendre assez vite pourquoi je vous dis que c'est difficile de lire l'euro et que c'est difficile de lire le dollar US. On est littéralement dans un range depuis comme 2022 sur l'euro. Tu vas me dire, ouais, mais là, c'est un range de 5%. Oui, mais c'est minime. Regardez la différence avec cette direction-là qui dure comme du mai 2021 à octobre 2022. Je veux dire, ça, c'est du directionnel sur tes références. En ce moment, tu es dans un rallye consolidation. Donc, comment tu peux... Je te dis pas que ça ne straight pas. Je te dis juste qu'il faut que vous soyez en mesure de comprendre où est-ce que vous vous situez, bigger pictures. Parce que c'est sûr que si tu la regardes en 15 minutes, tu es comme, hey, c'est quand même, il y a du mouvement. Oui, right, on se comprend, il y en a. Mais si tu veux vraiment savoir t'es où bigger pictures, regarde le monthly, regarde le weekly. Tu es dans un foutu range en monthly sur l'euro. Ça veut dire qu'en weekly, qu'est-ce que tu es? Tu es aussi dans un range. C'est sûr que là, si tu tombes en daily, OK, ben, tu es en quoi? Tu es dans du directionnel, dans un rallye. Tu sais, toutes les timeframes s'embriquent un dans l'autre, mais c'est important quand même de comprendre vous êtes où, bigger pictures, et les références sont complexes actuellement à lire dû à cette consolidation-là. Et je vous montre l'euro, mais c'est la même chose sur le dollar US. On est littéralement dans une consolidation depuis le breakdown de novembre. On est dans ce range-là depuis comme 2 ans, 1 an et demi. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir le niveau de précision et le timing qu'on s'attendrait d'avoir généralement dans une... Quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, bigger pictures,
tout ce qui découle de ça va être pas mal plus simple à trader et à lire et à analyser. En ce moment, on s'en sort bien, mais dollars US, euros, sont pas très clean, bigger pictures. On ne sait pas encore à 100% c'est où ce qu'on s'en va. Et dans ce cas-là, ben, ça donne qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire un bias qui est à court terme. Et on n'est pas capable de voir plus loin jusqu'à temps qu'on ait des preuves. Donc voilà, on est allé un peu plus loin là-dessus, mais je trouve ça pertinent de le dire parce que j'ai des commentaires qui sont comme Hey Matt, on dirait que tu dis n'importe quoi sur le dollar US, sur l'euro. C'est pas que je dis n'importe quoi, c'est juste que Bigger Pictures, il est pas là. Donc c'est la raison. On va regarder les yields maintenant. Euh, Ça va être à surveiller cette semaine, évidemment. Je vous parlais tantôt là, de l'impact de l'inflation actuellement sur les yields, sur la Fed, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a, Bigger Pictures, en weekly? On a le void qui avait été créé sur le break, aller chercher ce swing high-là. Pullback, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est une grosse rejection, mais écoutez, c'est un pullback après une monster run. Pour l'instant, absolument rien d'inquiétant. J'aime le bounce, lower low, consolidation. Si jamais on prend de l'expansion là-dessus, qu'est-ce que j'aurais tendance à suggérer en regardant cette chart-là? C'est sûr que ça va être très difficile de voir les indices en new all-time high en train d'exploser de la façon que je voudrais les voir exploser sur l'upside. C'est pour ça que je vous dis que je suis très, 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 très prudent. Le technique, le macro, le fondamental en ce moment, les références, là, je vous dirais que tout accroche. Il ne faut pas que ça impacte votre day trading parce que on s'en fout de ce qui se passe en général. Là. Je veux dire, tu es capable de day trader quand même de la bonne façon. Mais ça reste des conditions qui sont difficiles, des conditions qui ne sont pas très favorables. Il n'y a pas tous les éléments qu'on voudrait voir être alignés. Puis on dit, t'es difficile. Je sais que je suis difficile, mais je vous dis quand même que d'être conciliant avec vous autres mêmes, dans le sens que vous avez le droit de trouver ça tough aussi, parce que c'est vrai que c'est des conditions extrêmement tough depuis pas juste 6 mois, pas juste un an, mais les 2, 3 dernières années, là, c'est un environnement qui est challengeant. Donc les yields, là, surveillez ça. Soit on continue à consolider. Si on consolide, ben, je veux dire, on s'en occupe un peu moins, il n'y aura pas vraiment d'impact. Mais si jamais on se met à exploser puis qu'on revoit 4,7% ou peut-être même 5% cette semaine, ben là, évidemment, attendez-vous pas d'avoir du gros succès sur le upside sur les indices. Du moins, ça risque d'être dangereux. Donc voilà pour ça. Coup d'œil du côté du VIX, pour vrai, ça va prendre un spark, ça va prendre de quoi? Probablement un lower low. Le voir peut-être à 12 et peut-être une petite étincelle par la suite. C'est qu'est-ce que j'aime moins actuellement sur, oui, le bias flip bullish, mais on voit comme, on voit un VIX qui est en train de faire des... Tu sais, la divergence, elle a complètement flippé depuis l'injection de volatilité sur les tensions au Moyen-Orient. Je ne vais pas revenir là-dessus, écouter les dernières preps, venez me voir dans les lives, j'en discute souvent. Mais la divergence qui se bâtit depuis décembre sur le VIX, vol up, indice up, dollar up, est en train de flipper ici. Le VIX va faire à ce moment bientôt des lower low. En fait, il en fait déjà. Mais il va briser des lower low alors que les indices ne feront pas nécessairement des higher high. Donc, c'est intéressant de voir ça. Est-ce qu'on peut continuer à crusher avec les indices pop? Le fameux blow-off top, on ne l'a toujours pas eu. Est-ce que ça va être maintenant? Je ne sais pas. Là. Mais qu'est-ce que vous voudriez voir éventuellement, peut-être après les élections ou dans ces moments-là, autour de novembre? C'est vol up avec les indices qui sont en parabolique. Là, en ce moment, on voyait vol up qui grindait, mais les indices grindaient. On n'a jamais eu de blow-off comme du parabolique, comme tout bon blow-off top. Donc, quand même à surveiller du côté du VIX. Rapidement, ça fait déjà 30 minutes, je ne veux pas défoncer le budget de temps, mais quelques titres à surveiller cette semaine. On parle de Apple. Pour vrai, je le répète, là, c'est un peu la même chose que la semaine passée, mais j'aime pas les charts des méga, des large caps actuellement. Il y en a très peu que j'aime. Apple fait partie de ceux que je sais pas trop si j'aime ou j'aime pas. Je voudrais un punch down avant de voir un follow-through vers les all-time high. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. À l'inverse, si on perd le gap, clairement qu'on pourrait voir de la grosse faiblesse, mais ça va falloir que ça se dessine sur les indices également. Nvidia demeure très très résilient. Personnellement, je m'attends de voir le chiffre 1000 plus tôt que tard. Peut-être un autre. Encore une fois, je voudrais peut-être un petit punch down avant d'aller chercher vers le chiffre 1000. Donc, surveillez Nvidia et AMD qui a fait un gros comeback également. Donc, surveillez ça. Si on est capable de holder ce pullback-là, je pense qu'il y a quand même un upside qui est intéressant. Mon setup préféré depuis 2 semaines, c'était Amazon. Ça l'a livré, mais vraiment pas de la façon que j'aurais voulu le voir être livré.
earnings qui s'en ont mêlé au travers de ça. C'est vraiment pas le genre de graphique. Tu sais, ça, c'est magnifique, mais j'aurais voulu voir boom. Tu sais, straight up. Puis c'est pas ce qu'on a eu. Ben oui, c'est straight up, mais il n'y a pas vraiment de violence là-dedans. C'est du grind, c'est slow. Le all-timer, il est frappé. Maintenant, le chiffre 200 devient très, très réaliste, mais personnellement, je vais le surveiller du coin de l'œil, là, pas plus que ça. FRM qui a eu ses earnings la semaine passée, sur un pullback dans une zone, si vous rappelez-vous, on le surveillait là-dedans, on le surveillait aussi là-dessus, ça a été un move là, de comme 100 quelques % qui était pas été capté en totalité, mais qui était mentionné. Maintenant, on est de retour dans une zone de support intéressante. Je m'attends personnellement à un punch down. Si jamais on réagit bien dans une couple de semaines, il pourrait être intéressant pour un autre leg up. Et on finissait avec Tesla, qui était un loss pour moi au cours des 2 dernières semaines. Je l'avais swingé sur ce pullback-là dans le but de le voir ripper vers 200 et 205. Finalement, ça s'est jamais pointé. Vraiment fucked up un petit peu. Tesla actuellement là, suit aucunement les marchés. Je veux dire, up dans un marché down, down dans un marché up. C'est pas beau là, depuis le début de l'année. Donc, ce loss-là est bien correct, mais fait en sorte qu'il m'intéresse là, de moins en moins. Ça ressemble à ça. Je vous souhaite une belle semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord. Encore une fois, c'est gratuit. On a les lives à tous les matins à 9h30, 9h20. Les préparations aussi. Je vous partage mon écran. Je vous fais un peu comme une weekly prep, mais condensé en 10 minutes pour la journée. On fait aussi des recaps le soir. Donc, Discord qui a beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Venez faire un tour. Venez voir ça. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine. Soyez prudents. Salut tout le monde.